Enquête spéciale vous propose de retracer l'histoire de Roland Agré, accusé à tort d'avoir commis un double meurtre dans les années 1970. Le 10 novembre 1970, André Borel, garagiste, et son assistant, Jean Moreno, sont retrouvés morts dans un village près de Nîmes. Dès les premiers instants, un suspect rentre en ligne de mire des policiers, Roland Agré. Il est beau, il a 28 ans et travaille dans le garage d'André Borel en tant que commercial. La femme du garagiste, Odile Boissonnet, belle et riche héritière, est une femme violentée par son mari, qui lui voue un intérêt particulier pour sa fortune. Elle se prend alors de Roland Agré, et tous deux décident de s'enfuir pour vivre leur amour. C'est une très belle plante, comme l'on dit à Nîmes. Oui, c'était une femme qui était bien en chair, bien belle blonde, oui. Un mois après leur fuite amoureuse, ils décident de revenir sur Nîmes. André Borel, fou de rage, menace ouvertement Roland Agré et une rivalité amoureuse s'installe entre le garagiste et le jeune Roland. Une guerre d'insultes et de menaces vont ainsi se produire pendant quelques jours et jusqu'à la mort d'André Borel. 3 heures après la découverte de son cadavre, et avant même tout commencement de l'enquête, Roland Agré est arrêté pour le meurtre du garagiste et de son assistant. Durant sa garde à vue, les policiers mettent la pression sur Roland Agré, afin de lui faire avouer son meurtre en le lourrant de coups. Mais j'ai pris des claques, j'ai pris des coups de règle, j'ai pris beaucoup de choses. Il y avait une très très grande pression, on voulait me faire avouer que j'étais l'assassin, en gros c'était ça. Roland Agré a pourtant un alibi. Il se trouvait en compagnie d'Odile Boissonnet dans l'appartement d'un couple qui les hébergèrent. Elle était toujours chez moi. Alors, il dormait là-bas et tout, avec sa femme. Alors il faut quand même savoir que la porte était toujours fermée, je ne sais pas si Madame Allard s'en rappellera. Elle avait l'habitude de fermer la clé et de mettre la clé, ça doit être dans le dossier très certainement, dans la poche de sa robe de chambre. Quant à l'arme retrouvée chez Roland Agré, n'est pas celle qui a servi à commettre les meurtres. Les policiers sont sûrs, c'est l'arme du crime, il faudrait voir comment ils l'ont bichonné. Et en fait non, c'était pas l'arme du crime, la balistique l'a dit immédiatement. Malgré son alibi et en absence de preuves, la justice reste convaincue de sa culpabilité et décide tout de même de le placer en détention. Il trouve l'astuce de l'emprisonner pour détention illicite d'armes. Et c'est ainsi que le 11 novembre 1970, un jour après l'assassinat de Borel et de son assistant, que Roland Agré est emprisonné. Odile Boissonnet, quant à elle, quitte Roland. Elle va se réfugier dans sa famille en région parisienne. Le 16 janvier 1971, soit 2 mois après les faits, Roland Agré crie haut et fort son innocence. Pour attirer l'attention, il avale des débris de verre et des manches de fourchette. Ça fait mal, on s'arrache la gorge, des nausées, etc. C'est terrible, quoi. Hospitalisé en urgence, la justice ne prend pas en compte. Nous sommes le 20 avril 1971, il est 22h45. Un homme, Antoine Santelli, est arrêté à bord d'une voiture volée. Pendant son interrogatoire, il fait une révélation surprenante. Il avoue le crime du garagiste et de son assistant avec l'aide d'un complice, Antoine Ritter. Et c'est lui qui spontanément dit vous avez fait une bonne affaire, c'est moi qui ai tué Borel et Moreno. Et les policiers, ils en restent complètement sur le cul, quoi. Il explique comment ils ont assassiné les 2 victimes, mais il avoue également une révélation de taille. Ils ont agi à la demande de Roland Agré. Roland Agré serait donc le commanditaire du double meurtre. D'après Santelli, Roland Agré lui aurait fait un chèque de 100 000 francs pour passer à l'acte. Je vais payer un tueur à gages que je connais pas par chèque. Putain, qu'est-ce que c'était malin, ça. J'étais peut-être un jeune corps à l'époque, mais alors à ce point, je pense pas, là, c'est un peu gros ce que vous me racontez. De son côté, Roland Agré dit s'être fait racketter par Santelli et Ritter le jour où il est revenu de son escapade amoureuse avec la femme du garagiste. Il aurait été agressé par les 2 hommes qui lui auraient demandé un chèque de 100 000 francs en échange de lui donner la vie sauve. Mais la justice se tranche en faveur du témoignage de Santelli. Et cela les conforte dans l'idée que Roland Agré est coupable par tueur à gages interposé. Son sein est revenu me voir, très flamboyant. Ah ça y est, on t'a serré, c'est fini. Voilà quoi, j'étais... Comme il m'avait dit, t'es fait comme un rat. Pendant sa détention, Roland Agré épouse Marie-Jo, qu'il connaît depuis quelques années. C'est à ce moment-là que les liens se sont renforcés.
parce qu'il vivait une injustice terrible qui me touchait beaucoup, qui me révoltait. Et le fait qu'on soit séparés a vraiment fait jaillir mes sentiments, on peut dire. C'est là que j'ai compris que je l'aimais vraiment. Celle-ci est convaincue de son innocence et lui apporte un soutien sans faille. Je connaissais l'homme, comme je le dis, il était plein de vie, il était gai, il était même un peu naïf, dans le sens où il ne se méfiait pas, il était, voilà quoi, il était assez pur, on va dire, là-dessus. Et j'ai eu aucun doute de son innocence, aucun. 2 ans plus tard, le 26 février 1973, le procès de Roland Agré débute. Sur le banc des accusés, 3 hommes. Roland Agré, Antoine Santelli et Antoine Ritter. Roland Agré plaide l'acquittement, convaincu avec ses avocats qu'il pourrait prouver son innocence. Je me trouve devant une personne qui a une force extraordinaire et qui me crie qu'il est innocent avec une sincérité qui me touche. Il m'a tout de suite, disons, convaincu. Mon avocat à l'époque me dit, mais bon, il n'y a pas de problème, Roland. Et je me souviens, il m'a dit, il a écrit acquitté en rouge aux assises. Mes parents même me disent, m'avaient toujours inculqué ça, si t'as rien fait, on ne peut pas te condamner. Moi, j'étais certain qu'on ne pouvait pas, c'était pas possible. On ne pouvait pas me condamner. Lors de l'audience, Santelli changera de version des faits et avouera que Roland Agré était présent au moment du crime, chose qu'il n'avait pas dit lors de son interrogatoire. Autant que je me souvienne, la première fois que nous sommes passés aux assises, il avait donné, c'est le président qui l'avait relevé à l'époque, pas moins de 19 versions. Bon. Sur les 19 versions, il y en a 8 qui me sortaient d'affaires, disons, qui me blanchissaient, puis les autres m'accusaient. Malgré ce changement de témoignage, et malgré l'alibi de Roland Agré, le verdict tombe. Santelli est condamné à mort. Ritter à perpétuité et Roland Agré à 15 ans de prison. C'était le monde qui s'écroulait, quoi. 15 ans, il me semblait que je voyais ce qu'allait être 15 ans de détention pour Roland. 15 ans, bah évidemment, là, toutes les misères du monde me sont tombées sur les épaules. J'avais peur pour lui, j'ai toujours eu peur pour lui, mais là, c'était, je me demandais comment il allait réagir. Et je me rappelle la seule chose que j'étais capable de dire à Marie-Jo, t'en fais pas, je vais faire du sport. C'était aussi bête que ça, c'est le seul truc qui m'est sorti, c'est tout ce que j'ai pu dire à Marie-Jo. À l'époque, les condamnations en cour d'assises étaient définitives et closes. Les peines prononcées ne pouvaient faire l'objet d'un appel. La seule possibilité pour Roland Agré était de faire reconnaître l'erreur judiciaire et de demander la révision de son procès. À cette époque, dans l'histoire de la justice, seulement 3 condamnés sont parvenus. Roland Agré est toujours emprisonné. Il prend conscience que le seul moyen pour lui de se faire remarquer est de mettre sa vie en danger. Il commence alors une grève de la faim. Il avale à nouveau des manches de fourchette. Il subira 3 interventions chirurgicales. J'en avais marre d'avaler des manches de fourchette, j'en avais marre de me faire mal. Mais j'étais obligé de faire ça. Pour faire entendre son innocence, Roland Agré monte sur le toit de la prison. Sonne une cloche et crie son innocence devant les caméras de télévision. Il y restera 2 jours et 2 nuits, menaçant de se jeter dans le vide. Je pars, je sais pas comment j'ai fait pour monter. Et j'arrive, et il y avait une cloche. Et là, bibi bing, bibi bibi. Avec l'aide de son épouse Marie-Jo, qui va de son côté taper aux portes des médias afin de faire changer l'opinion publique sur sa culpabilité, va petit à petit rassembler du monde en leur faveur. Les médias commencent à changer d'avis et commencent à évoquer l'erreur judiciaire. Un comité de soutien se crée autour de Roland Agré, des intellectuels ou des politiques comme François Mitterrand. Même des étudiants manifestent tous les jours pour sa libération. Roland Agré, depuis 5 ans, crie son innocence derrière les murs de la prison des Baumettes. Roland Agré comprend qu'il doit agir et décide de commencer une autre grève de la faim, mais celle-ci va durer plus d'1 an. Après 30 kilos en moins, il ne pèse plus que 47 kilos et il sera placé sous perfusion. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire et je demande vraiment à tous ceux qui ont, à toute l'opinion publique de faire quelque chose. Et il veut continuer sa grève de la faim? Oui. Donc il fallait que je fasse des événements spectaculaires et je savais que j'allais me mettre en danger, que j'étais obligé, que je n'avais pas d'autre solution.
Parce que la barre était déjà haute, il fallait chaque fois que je mette la barre toujours plus haute, toujours plus haute. Un médecin décide de sauver Roland Agré et rassemble autour de lui un groupe de 7 confrères médecins, tous spécialisés dans leur domaine. Ils examinent le détenu et font un diagnostic alarmant. J'étais persuadé que cet homme, si on ne faisait rien, allait mourir. La santé vitale de Roland devient dangereuse. Il commence à avoir des troubles cardiaques. Il sera placé en service de réanimation pendant quelques jours. Pendant ce temps, le médecin apporte le dossier médical au président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et demande la grâce médicale présidentielle. Il a été transporté dans un service de réanimation très performant à la Timone, et après, je crois, une semaine de cette réanimation, j'ai entendu frapper à la vitre, parce qu'il y avait un sas comme ça, puis il y avait 2 policiers qui étaient en permanence, et j'ai entendu frapper fort, fort, fort. Je dis, qu'est-ce qui se passe alors? Je regarde, et puis je vois les policiers qui me font signe comme ça, au revoir. Et là, je dis, il s'est passé quelque chose. Je sais pas, ils ont l'air de partir, ils font... Giscard a été obligé d'accorder cette grâce médicale à Roland Agré. Et là, il y a une infirmière qui est arrivée et qui m'a dit, on vient d'entendre sur la radio que vous êtes gracié. Incroyable. Le 1er mars 1977, après 7 ans de prison, Roland Agré est libre. Première réaction lorsqu'on est dans la rue. Mais lorsqu'on est dans la rue, je pourrais dire que j'éprouve un grand bonheur parce que je l'amène Marie-Jo dans la mienne. Et je retiens un grand cri parce que j'ai vraiment pas lieu d'être satisfait. J'ai pas de merci à dire parce que on me doit. Mes 28 ans par exemple. Malgré sa sortie de prison, Roland Agré n'est pas satisfait. Il est innocent. Être gracié ne veut pas dire être innocenté. Il demande donc la révision de son procès, sans succès. Comment vouliez-vous que je vive, moi, avec une faveur présidentielle, alors que je ne méritais pas une seconde de prison? Je dis simplement, mais attendez, je n'accepterai jamais cette condamnation. Jamais. Et j'irai jusqu'au bout. Je veux ma révision de procès. Pour faire réviser un procès, il faut apporter un nouvel élément inconnu à l'enquête à la Cour de cassation et mettant en doute la culpabilité de l'accusé. Mais le ministre de la Justice, réouvrant le dossier Agré, rejette la révision du procès en l'absence de nouvel élément. Roland Agré va alors décider d'attaquer en justice l'homme qui a témoigné en sa défaveur lors de son procès, Antoine Santelli. La justice va apporter son soutien à Roland Agré et condamner Santelli pour faux témoignage. C'est-à-dire qu'à partir des propos qui m'avaient fait condamner à l'époque, lui se retrouve condamné, subornation de témoin et faux témoignage, sur les mêmes propos. La révision du procès d'Agré devient donc imparable. Seulement, la justice prend encore son temps. Et moi, du temps, je n'en ai plus, je suis à cran, j'en ai ras le chine. Mais la justice prend son temps afin de réviser les nouveaux éléments. À cran, Roland Agré décide de se couper 2 doigts avec un couteau en présence de caméras de télévision. À ces moments, on est sublimé. Je crois que le pire, c'est d'y penser. Une fois qu'on est dans le truc, quoi, c'est tellement horrible que... faut faire vite, quoi. Il n'en restera pas là et décidera d'emmener ses doigts coupés au ministre de la Justice. Alors, j'étais lancé, c'était jusqu'au boutiste, et puis c'était ça. Et d'ailleurs, j'avais promis que si ça n'allait pas très vite, après le 2e doigt, j'avais prévu d'aller me coudre la bouche devant le ministère de la Justice. Cela va marcher. Après 14 ans de combat, la Cour de cassation prend une décision historique. Pour la 4e fois de l'histoire judiciaire, elle accorde la révision de procès. La condamnation d'Agré est annulée, mais la partie est encore loin d'être gagnée. Il faut maintenant comparaître devant une nouvelle cour d'assises et convaincre les jurés de son innocence. Agré va donc être rejugé. 15 ans après le double meurtre de Nîmes, Roland Agré retrouve une 2e fois la justice sur son chemin. 15 ans après les faits, le 22 avril 1985, le second procès de Roland Agré débute. Pendant les 4 jours d'audience, Roland Agré décide de se défendre tout seul. Chose rarissime, les jurés prendront leur décision en une dizaine de minutes. Roland Agré est acquitté. C'est justice, simplement, c'est justice. Et évidemment, sur un plan personnel, c'est une grande défaite pour moi, parce que je peux plus retourner la tête, voir les 15 ans que j'ai passés, mais... Roland Agré est acquitté, mais n'est pas satisfait. Il
décide d'engager un ultime combat. 10 novembre 2005, il est 9h du matin. 35 ans, jour pour jour après la mort de Borel et de son assistant, la télévision se trouve au domicile du couple Agré. Je vais retirer des centrales parce que je veux pas qu'il y en ait une qui reste dans le... Et celle-là, tu la prends, tu la gardes parce que c'est celle qu'on regarde des sauts. Roland Agré a prévenu la presse qu'il allait se tirer une balle dans le pied avec l'objectif d'obtenir une juste indemnisation de la part de la justice pour réparer l'erreur judiciaire dont il a été la victime. Voilà, j'aurais pu dire armer et tirer. Je sors dans le jardin, je mets mon pied sur un tabouret et je tire. Il se tire donc une balle dans le pied, dans son jardin, et est immédiatement soigné par des amis proches infirmiers. Julien, l'alcool. Julien, Il fallait essayer de me porter pour rentrer, les gars. Cette dernière action va porter ses fruits. Roland Agré sera indemnisé pour erreur judiciaire. Son montant est confidentiel, et s'est engagé à ne jamais le divulguer. 6 mois plus tard, Roland Agré jette son dossier au feu et retrouve enfin sa liberté. Tout ce qu'on a passé, tout ce que ma femme, tout ce que tout le monde a passé, jamais on pourra le rendre. C'est irréversible. On a fait de moi une plaie vivante. Là, j'ai l'air d'être gentil, d'être... Mais non, j'en souffre encore. Alors non, c'est l'inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Être condamné innocent, ce n'est pas acceptable. Et moi, c'était la voie de la rébellion, la voie de me prendre en otage. J'ai pris mon corps en otage parce que je n'avais pas d'autre solution. J'ai eu des comportements d'inhumains.